Gaza et de Jérusalem-Est en 1967, avant qu'Israël n'envahisse ces territoires pendant la guerre des 6 jours. La communauté internationale les considère comme illégalement occupés. Après les accords d'Oslo, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et devait rendre progressivement la Cisjordanie à l'autorité palestinienne. Mais avec la colonisation et la construction d'un mur de sécurité, les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne ne représentent plus que des lambeaux de Palestine. Au jour le jour, entre les colonies israéliennes et les habitants palestiniens de Cisjordanie, le face-à-face est tendu à l'extrême. Caméras de surveillance, postes d'observation, les colonies sont des camps retranchés. 500 000 colons israéliens en Cisjordanie. Pas vraiment de place pour la négociation pour les Palestiniens. Ce qui se joue ici, colonie après colonie, c'est la conquête de la terre. Aujourd'hui, la Cisjordanie est truffée de ces checkpoints militaires, de ces clôtures, de ces barbelés qui protègent les colonies israéliennes, ici comme celle de Bethel. Il y a 500 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et plus ces colonies se développent, plus l'espace vital des Palestiniens, lui, se réduit. Les frontières de la discorde, c'est un reportage d'Alexis Chauvet et Sophie Claudet. Mur en béton, clôture grillagée à d'autres endroits. Israël a érigé une séparation physique entre son territoire et la Cisjordanie pour éviter les attentats. Seul problème, le mur empiète largement sur les terres palestiniennes, environ 10% de la Cisjordanie. Des champs, des villages, des communautés entières se retrouvent scindées en deux. À Masra, Hani Hammer vit une situation kafkaïenne. Coincé entre le mur et une colonie israélienne, ce paysan palestinien est coupé du reste de son village. Ici, c'est la colonie. Elle a été construite sur les terres du village, sur les terres de mes proches. Aujourd'hui, les Israéliens nous interdisent d'y aller. Et là, c'est le mur. Avant, j'avais une ferme agricole à cet endroit. Une exploitation commerciale, pas pour ma consommation personnelle. Je gagnais bien ma vie. Quand ils ont fait le mur, ils ont tout détruit. Il y avait des serres en plastique et des entrepôts pour le matériel. J'ai perdu beaucoup dans cette histoire. D'abord mon exploitation, les revenus que j'en tirais. Je dirais que j'ai perdu 150 000 dinars en tout, environ 230 000 $. C'est pas une mince affaire ce mur. Psychologiquement ça me fatigue. Tu te lèves et tu as un mur en pleine figure. Un mur qui t'empêche de voir tes proches, de voir ton village. Tu es tout seul, comme si tu étais en prison. Seul moyen de sortir de chez lui, une petite porte dans la barrière. Il en a obtenu les clés après de longues négociations avec l'armée israélienne. Mais les tracasseries ne s'arrêtent pas là. Les champs d'Hani Hammer sont de l'autre côté de la barrière. C'est en voiture qu'il doit s'y rendre chaque matin à l'aube, un trajet de 45 minutes. Avant la construction du mur, je mettais 15 minutes à pied pour rejoindre mes terres. Et en voiture, pas plus d'1 minute. L'armée israélienne contrôle l'accès aux champs des Palestiniens, mais aussi les horaires d'ouverture. 3 fois par jour, pendant un quart d'heure seulement. Et les paysans doivent impérativement avoir un laissez-passer délivré au compte-gouttes par Israël. Vous avez de la chance d'avoir un permis, non? C'est vrai, les gens qui ont un permis ont de la chance. Il y en a beaucoup qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Dans son quotidien ponctué d'interdits, Hani Hammer sait qu'il n'est pourtant pas le paysan le plus mal loti. Grâce au permis que lui accorde Israël, il peut encore s'occuper de ses terres. Des milliers de paysans palestiniens doivent aujourd'hui obtenir un permis pour continuer d'accéder à leurs champs de l'autre côté du mur. C'est le cas d'Ali Nofal.
Plusieurs fois par mois, il se rend au bureau d'administration civile de Kalkilia, en Cisjordanie, un bureau chargé d'obtenir des permis auprès d'Israël. Mon permis pour le mur, on a des nouvelles? Non, il a été refusé pour des raisons sécuritaires. Refus sécuritaire. Ça fait 2 mois que j'ai demandé un permis pour mon fils et il n'y a toujours pas de réponse. Et lui c'est pareil, il a demandé un permis et toujours pas de réponse. Abou Hassan, le responsable, est chargé de collecter les permis des paysans auprès de l'administration israélienne. Ali Nofal l'attend comme le Messie. Il espère qu'il lui apportera enfin une bonne nouvelle. Les derniers permis que j'ai eus, c'était en septembre 2010 jusqu'à mars, pour 6 mois. Ensuite, ils m'ont donné un permis de février à mai 2011. Et depuis, plus rien. La saison des olives, c'est fichu pour moi, et dans 20 jours, c'est la saison des goyaves. Écoute, moi-même je n'ai pas obtenu de renouvellement de mon permis. Tu sais bien que les enquêtes sécuritaires, ça prend un peu de temps. Ça ne va jamais vite pour les permis agricoles. En fait, c'est au bon vouloir des Israéliens. Donc il n'y a toujours pas de réponse. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réponse. Les refus de l'administration israélienne s'accumulent sur le bureau d'Abou Hassan. Les raisons invoquées sont parfois surprenantes. Celui-là, par exemple. La surface est trop petite, donc l'obtention de permis n'est pas justifiée. Et on a ici aucune justification à l'obtention d'un permis. Ça veut dire, oublie, t'en as pas besoin. Allez, au revoir. Alors ici c'est pour un paysan qui s'appelle Hussein Aboutara. Le terrain n'est pas complètement derrière le mur. Ça veut dire qu'ils ont étudié la question, le terrain est des 2 côtés du mur, et la majorité n'est pas derrière le mur. Donc le paysan n'obtient pas de permis. Avec leur politique, ils font tout pour que les Palestiniens abandonnent leurs terres. Du coup, plein de champs sont en friche, car les paysans renoncent par lassitude. L'arbitraire de la bureaucratie israélienne n'est pourtant pas vraiment innocent. Selon une loi ancienne, un champ laissé en friche plus de 3 ans peut devenir la propriété de l'État hébreu. Toutes les terres d'Ali Nofal sont aujourd'hui derrière cette barrière grillagée. Dans son village, moins de 20% des agriculteurs obtiennent un laissez-passer. La terre n'est pas le seul problème. Israël s'approprie aussi l'eau des Palestiniens, en particulier dans la vallée du Jourdain. Le territoire représente 1/3 de la Cisjordanie, et malgré les apparences, il est très riche en eau. 9000 colons juifs s'y sont implantés et contrôlent la grande majorité du territoire. Ils ont aussi un quasi-monopole sur l'eau pour leur consommation personnelle et pour leurs grandes exploitations agricoles. Exemple flagrant, Bardala. Ce village palestinien vivait de l'agriculture avant l'arrivée des colons en 1967. Aujourd'hui, sa production agricole a chuté de 70%, faute d'eau. L'ancien maire se souvient pourtant d'un village prospère. Voilà très clairement la raison de notre malheur à Bardala. Ce sont ces pompes à eau qui nous ont apporté la pauvreté. Pour construire ça, ils ont fermé 3 de nos puits. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus d'agriculture, alors que mon père plantait 7 sortes de pommes. Ça, c'est la raison pour laquelle notre terre aujourd'hui ressemble à un désert. Il n'y a plus d'eau pour l'arroser. Autrefois, une rivière coulait au milieu du village. Mais aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut l'acheter à la compagnie d'eau israélienne. Pour l'agriculture, c'est pareil. On ne peut l'acheter qu'en quantité limitée et ça diminue d'année en année. Si vous voulez savoir où est la terre qui est restée aux Palestiniens et la terre qui a été confisquée par les colons, c'est très simple. Tout ce qui est vert est aux mains des colons, tout ce qui est désertique est à nous, les Palestiniens. Une des populations les plus touchées par le manque d'eau, les Bédouins. Ils ont dû renoncer à l'agriculture et se replier sur l'élevage de brebis et la production de fromage. Problème,
Ils ont à peine assez d'eau pour leur consommation et pour abreuver leurs bêtes. Les puits, aux environs, leur sont interdits d'accès. C'est une citerne d'eau. De l'eau pour? De l'eau potable pour nous et pour nos bêtes, car il n'y a pas de point d'eau qui nous soit accessible près d'ici. On doit faire 27 km aller et 27 km retour en tracteur pour acheter 3 mètres cubes d'eau. Pour votre information, le puits qui alimente nos terres n'est qu'à 1 km d'ici, mais il sert uniquement aux colonies et à leurs plantations. Il y a tellement d'eau ici que ça pourrait alimenter toute la région alentour. Mais ils refusent qu'on y accède. Pourquoi? Ils veulent qu'on parte pour prendre nos terres et y installer des colonies. À 1 km du campement, la station de pompage israélienne dont les Bédouins ne peuvent pas profiter. Regarde, l'eau est là. Tu l'entends? Ça chante dans nos oreilles. Mais moi et mes enfants, on n'a pas le droit de la boire. Le moteur de la pompe rejette un petit filet d'eau pour éviter la surchauffe. Et de ce filet d'eau naît un miracle. En plein désert. Ici, il y a un peu d'eau et l'herbe pousse. S'il y avait plus d'eau, toute la terre serait verte comme ça. Donc ce n'est pas un désert ici en fait. C'est un désert par manque d'eau. C'est ce que veut Israël avec sa politique. Nous, on a un désert dont on ne peut rien tirer, et eux, ils prennent l'eau et ils en font un paradis. En plus des colons dans la vallée du Jourdain, il y a aussi des zones de tir pour l'armée et des réserves naturelles contrôlées par Israël. Aux Palestiniens, on rationne l'eau et on interdit de construire. Beaucoup se découragent. Ils étaient 300 000 en 1967, ils ne sont plus que 80 000 aujourd'hui. Après la terre et l'eau, l'autre point de friction entre Israéliens et Palestiniens, c'est le sacré. À Hébron, au sud de la Cisjordanie, Abraham, le père du judaïsme, mais aussi un prophète révéré dans l'islam, est enterré avec sa descendance. Fort de cet attachement biblique, des colons se sont installés à Hébron dès 1968, sous haute protection de l'armée israélienne. Entre 600 et 800 vivent aujourd'hui au milieu de 35 000 Palestiniens. La cohabitation est difficile et la ségrégation de règles jusqu'aux rues de la vieille ville où chacun reste de son côté. Vendredi, jour de la prière pour les musulmans et début du Shabbat chez les Juifs. Chacun va prier au même endroit. Si les colons israéliens y arrivent en quelques minutes, c'est un véritable parcours du combattant pour les Palestiniens. Pas assez pourtant pour décourager Hani Al-Azé. Tout est fermé, comme tu peux le voir. Ça, c'est un barrage militaire qui bloque la rue principale. Avant, on mettait 5 minutes pour aller à la mosquée. Maintenant, ça prend environ 30 minutes. Les commerçants ont mis ces tentures ici, car les colons jetaient des pierres d'en haut et personne n'osait sortir. Quand on allait à la mosquée, ils nous jetaient de l'eau, des pierres, du sable. C'est pour ça que les commerçants ont mis des filets ici. La mosquée est coupée en deux ici. Une moitié pour les juifs et une moitié pour les musulmans. De l'autre côté, c'est pour les juifs. Ça n'ouvre que pour les fêtes religieuses. Quand c'est les nôtres, on a toute la mosquée. Et quand c'est leur fête, ils l'ont pour eux. D'un côté de la mosquée, les musulmans. De l'autre, derrière une vitre par balle, les fidèles juifs prient devant la tombe d'Abraham. La division date de 1994, année du massacre d'Hébron. Un colon juif, extrémiste, avait abattu 29 musulmans à l'arme automatique pendant leur prière. Les violences et les humiliations dues à la présence des colons ne s'arrêtent pas aux rues de la ville.
Contrairement aux apparences, dans sa propre maison, Hani Al-Azeh, sa femme et ses triplés vivent sous tension permanente. Une colonie est installée juste au-dessus de chez eux. Et pour la protéger, un poste militaire. Nos fenêtres sont très proches de la colonie. Il y a à peu près 2 mètres entre eux et nous. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Finalement, je suis allée voir le comité de réhabilitation d'Hébron pour qu'ils enlèvent les vitres et mettent les volets à la place. Alors c'est sûr, on n'a plus de lumière, on n'a plus de soleil. C'est un peu dur, mais c'est mieux que d'avoir du verre dans la nourriture des enfants. C'est par cet escalier que les soldats montent. Vous avez le droit de l'utiliser? Jamais de la vie, c'est interdit. Annie, tu peux allumer le moteur, s'il te plaît? On est obligé d'utiliser une pompe à moteur pour avoir l'eau courante. Avant, on avait un réservoir sur le toit, mais les colons l'ont cassé. Ma fille vient de sortir et j'ai peur quand elle sort toute seule. À cause de l'armée. Et parfois les colons sortent sur le toit et nous jettent des pierres. C'est pour ça que j'ai peur quand elle sort toute seule. Sortir de chez eux n'est pas non plus une mince affaire pour les Azeh. Une route goudronnée existe bien à proximité de leur maison, mais elle est exclusivement réservée aux colons. Et sur une échelle, difficile de faire descendre des triplés et encore moins une poussette pour aller faire les courses. La rue Chouada était le centre nerveux d'Hébron jusqu'à la seconde intifada en 2000. Magasins, maisons palestiniennes ont été fermés sur ordre militaire pour empêcher les accrochages entre Palestiniens et colons. On peut aller jusqu'à ce point là-bas. Après, l'armée nous empêche de passer. Sur la gauche, c'est la colonie de Beth Adassa. Et là, il y a un petit chemin pour les écoliers palestiniens. À partir d'ici, c'est interdit. C'est réservé aux juifs. Nous, on a le droit de passer juste là, pour aller à l'école, en haut de l'escalier. Passé ce barrage militaire, la vie reprend. Ce quartier d'Hébron est sous administration palestinienne. C'est ici que les commerçants de la rue Chouada ont pu rouvrir leurs magasins après avoir été chassés pour faire place aux colons. Manal et Hani Al-Azeh entendent bien rester dans leur maison malgré la présence des colons israéliens. Mais des milliers de Palestiniens ont eux décidé de quitter la vieille ville d'Hébron. Si le caractère sacré d'Hébron est cher aux juifs et aux musulmans, que dire de Jérusalem, ville 3 fois sainte et objet de toutes les convoitises. Divisée entre arabes et juifs d'est en ouest jusqu'en 1967, Israël a annexé la partie arabe après la guerre des 6 jours. La partie même où les Palestiniens voudraient établir la capitale de leur futur État. Depuis, l'État hébreu installe des colons à Jérusalem-Est. Ils sont près de 200 000 aujourd'hui, presque autant que les Palestiniens. L'objectif avoué d'Israël, renverser le rapport démographique en faveur des Israéliens et empêcher à jamais que la ville sainte soit à nouveau divisée. Dans la vieille ville de Jérusalem, les colons investissent les quartiers arabes. Ziad Amouri offre une assistance juridique aux Palestiniens qui ont perdu leur maison au profit des colons. Ici, le symbole d'une colonisation très politique, la maison achetée par l'ancien Premier ministre israélien, Ariel Sharon. Voici la maison de Sharon. C'est un des points de colonisation les plus connus à Jérusalem. Évidemment, le nom de Sharon n'est pas anodin politiquement. Et naturellement, Ariel Sharon n'a jamais vécu ici. Ça coûte des millions pour assurer la sécurité de cette maison. Et c'est le gouvernement et les journaux israéliens qui le disent eux-mêmes. Ici, c'est une autre colonie. Cette maison appartenait à des Palestiniens avant, et des colons se sont installés à leur place. On voit bien que la première chose qu'ils font, c'est de se hisser un drapeau pour marquer leur présence. Les colons juifs ont le droit de construire à Jérusalem-Est.
alors qu'Israël n'accorde que très peu de permis aux Palestiniens. 100 par an en tout et pour tout. La croissance démographique des Palestiniens en exigerait 10 fois plus. Voici une maison de 3 étages qui a été construite pour des colons. Alors qu'aujourd'hui, les Palestiniens ne peuvent pas poser une seule pierre dans la vieille ville. Parce que cela pourrait être une menace archéologique. Par contre, n'importe quel colon peut obtenir un permis où il le souhaite pour construire des immeubles, des maisons, des écoles. Et dans le même temps, la maison palestinienne juste en face a reçu un ordre de démolition parce que les propriétaires se sont agrandis sans permis. Ils devront aussi payer une amende. Ces 2 maisons sont l'une en face de l'autre. C'est un exemple qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits à Jérusalem. Au pied de la vieille ville, le quartier palestinien de Silwan. Comme partout à Jérusalem-Est, les Palestiniens n'obtiennent pas ou peu de permis de construire. 20 en tout, délivrés par Israël aux habitants de Silwan depuis 1967. S'ils décident de passer outre, ils sont donc dans l'illégalité aux yeux de la loi israélienne et la sanction est lourde. Regarde, il y a encore plein de choses. On voit encore le carrelage. Il était tout neuf. On a tout perdu, pour rien. On n'a rien pu sauver à temps. On est arrivé, ils étaient déjà en train de détruire la maison. On était parti tôt le matin pour aller voir ma sœur qui venait d'accoucher. Quand on est rentré, la maison était détruite. Il y avait la police, des chiens, des forces spéciales et 3 bulldozers. Pourquoi les Israéliens ne nous donnent pas de permis de construire? Ils nous disent, venez, venez en faire la demande. On le fait, ils ne donnent pas suite. En fait, ils ne veulent que des colonies ici. Ils ne veulent pas d'Arabes. Après la destruction de sa maison il y a 2 ans, Shahada Issa s'est installé avec sa famille à quelques mètres d'ici, toujours à Silwan. Et comme si la malchance les poursuivait, la mairie de Jérusalem leur a notifié que leur nouvelle maison serait détruite, car elle est aussi construite sans permis. 60 000 Palestiniens sont dans le même cas, à Jérusalem-Est. On leur a dit qu'on ne bougerait pas d'ici. S'ils veulent détruire la maison sur nos têtes, qu'ils le fassent. Ils veulent détruire 88 maisons dans le quartier. Personne ne veut quitter sa maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Nous tuer? Pas une seule personne ne partira de sa maison. La police le sait, la mairie le sait. Les gens ici ne partiront pas de chez eux. Si je pars, j'irai où? Tous les gens resteront ici. C'est simple, ils ne veulent pas de Palestiniens à Jérusalem. La construction du mur sur les terres palestiniennes. L'exploitation des ressources naturelles d'un territoire occupé. L'implantation de colons dans les territoires palestiniens. L'annexion unilatérale de Jérusalem-Est sont autant d'actions condamnées par le droit international. Mais jusqu'à présent, Israël refuse de changer de politique, alimentant la colère et la frustration des Palestiniens. En Cisjordanie, la lutte armée fait place peu à peu à une résistance pacifique organisée. Tous les vendredis, des manifestations ont lieu pour lutter contre l'occupation et le grignotage des terres, comme ici à Jérusalem-Est. Très souvent, des Israéliens progressistes se joignent au cortège. Mais les victoires sont rares. Le droit des Palestiniens ne pèse guère dans les cours de justice israéliennes, celle d'un État qui depuis plus de 40 ans planifie et concrétise son expansion en Cisjordanie et son contrôle absolu de Jérusalem. Avec toujours moins de terre, moins d'eau et sans capitale, on peut se demander à quoi ressemblera demain un éventuel État palestinien et si un jour, ses enfants en verront son avènement. À la fin du mois d'août, le premier tramway de Jérusalem a été mis en service pour la plus grande joie de ses passagers. C'est une belle réussite technique, mais c'est aussi un coup de force politique.
En passant allègrement d'ouest en est, le tramway s'assoit sur le droit international. Car jamais les Nations Unies n'ont reconnu l'annexion de Jérusalem-Est par Israël après la guerre des 6 jours. Au sein du gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire du pays, on assume parfaitement la colonisation. Écoutez les arguments d'Uzi Lando, le ministre des Infrastructures. Il est membre d'Israël Beitenou, le parti de la droite nationaliste. Nous nous installons dans cette région car elle nous appartient. Et puis-je ajouter quelque chose? Les Palestiniens sont contre. Ils disent qu'ils veulent avoir leur futur État à cet endroit. Mais s'ils y arrivent, en quoi est-ce un problème si des Juifs y habitent? En Israël, nous avons 20% de nos citoyens qui sont d'origine arabe palestinienne. Qu'y aurait-il de mal à avoir 5% de Juifs dans un État palestinien? Si aujourd'hui Abou Mazen dit qu'il n'y aura aucun Juif en Judée-Samarie, c'est du pur racisme. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Palestiniens ne vous fassent pas confiance? Vous dites que ceux qui s'installent dans ce qu'on appelle des colonies veulent vivre en paix, mais dans le même temps, certains d'entre eux, comme hier soir, brûlent 500 oliviers palestiniens près de Naplouse. C'est quelque chose que vous pouvez comprendre? Je le comprends parfaitement. Mais dans n'importe quel pays, vous avez des criminels. On en a aussi en Israël. Des criminels arabes et des criminels juifs. Donc ceux qui ont fait ça l'autre jour, vous les qualifiez de criminels? Absolument. Et la police, dans toute nation civilisée, doit prendre de sévères mesures contre cela. Mais ils habitent là, les colons. Ils ont bien été autorisés à s'y installer. Les gens ont été autorisés à s'y installer, pas à devenir des criminels. Et la police doit les empêcher d'agir. Mais vous devez aussi mentionner qu'il y a des Palestiniens qui coupent, brûlent ou détruisent des oliviers ou des vergers cultivés par des Juifs. Ils abîment beaucoup, par exemple, les systèmes d'irrigation que nous développons. Que faites-vous des frontières de 1967? Notre légendaire ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Abba Eban, appelait ces lignes les lignes d'Auschwitz. Quand vous regardez une carte, vous voyez que si Israël acceptait ce tracé, ceux qui vivent à la présidence à Jérusalem se trouveraient à vol d'oiseau à moins d'1 mille des lignes ennemies. Vous connaissez un seul pays au monde dont les membres de la présidence se trouvent à cette distance de l'ennemi? Pareil pour notre Parlement, nos villes? Mais Israël n'est pas capable de se défendre tout seul? Non, monsieur. Je vois très bien ce qui arrive en ce moment avec Gaza. Si nous redonnons la Judée et la Samarie pour revenir aux frontières de 67, 80% de la population israélienne, de nos centres de communication et autres, se trouveront à portée de tir de roquettes Katyusha. Je ne connais pas un seul pays au monde qui accepterait que son avenir soit aussi facilement menacé. Mais, monsieur, c'est une région où il n'y a pas de pitié pour les faibles. Monsieur Pérez, le président d'Israël, a dit un jour qu'il y avait autant de traités violés au Moyen-Orient que de traités signés au Moyen-Orient. c'est cette impasse qui a poussé l'autorité palestinienne à demander la reconnaissance d'un État à l'Assemblée générale de l'ONU. Charles Anderlin, notre correspondant à Jérusalem, a rencontré l'un des compagnons de route de Yasser Arafat, Nabil Chass. Pour négocier, dit-il, il faut être deux. Les négociations sont devenues futiles, vides de sens, parce qu'ils ont violé deux principes essentiels. D'abord, quand il y a un accord, ils ne l'appliquent pas. Que voulez-vous dire? Nous avons signé les accords d'Oslo. Aucun d'entre eux n'est respecté. Les Israéliens aujourd'hui ont réoccupé toute la Cisjordanie et imposent un blocus à Gaza. Nous avons signé la feuille de route qui, dès le départ, stipule qu'Israël stoppera toutes les colonies, incluant Jérusalem-Est. Ils n'ont pas tenu parole.
Nos accords avec eux prévoyaient qu'ils cesseraient leur administration civile sur la Cisjordanie. Et maintenant, ils la remettent en place. Aujourd'hui, ils considèrent que les gens de Gaza sont des infiltrés en Cisjordanie. Ils ont violé tout ce que nous avons signé. Et second point, ils n'arrêtent pas de changer les règles du jeu. Chaque fois que nous retournons aux négociations, le nouveau Premier ministre israélien, actuellement c'est M. Netanyahou, veut changer les règles. On ne parle plus des vieilles règles de Madrid, la terre en échange de la paix. On ne parle plus des règles d'Annapolis ou de la feuille de route. Il y a de nouvelles règles. M. Netanyahou, aujourd'hui, veut qu'on reconnaisse Israël comme un État juif. Une menace pour 1 million de Palestiniens qui représentent 22% de la population d'Israël. Attendez, c'est un pays qui s'appelle Israël et on peut imaginer que c'est un État juif. Aujourd'hui, on ne veut pas être reconnu comme un État arabe. On ne veut pas les reconnaître comme un État juif. On reconnaît Israël comme un pays libre et on veut qu'ils nous reconnaissent en tant que Palestine libre, pour tous nos citoyens et pour tous les citoyens. Je veux dire, pourquoi ne demandez-vous pas à la France de se définir comme un État catholique ? Il y a pourtant une vaste majorité de catholiques dans ce pays. Pourquoi ne demande-t-on pas à l'Amérique de se définir comme un État WASP, un État white anglo-saxon protestant? Il y a 22% de citoyens israéliens qui ne sont pas juifs. On veut bien reconnaître que les juifs sont majoritaires, mais ce n'est pas un État juif. C'est un État moderne, démocratique, multiculturel, et c'est ce que la Palestine deviendra. Donc, vous êtes au bout de la route et vous avez décidé que ça suffisait. La question clé, c'est les colonies. On ne peut pas négocier la paix quand l'autre est en train de vous boulotter votre territoire, morceau par morceau. Ça ne marche pas. Ce n'est pas logique. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller devant les Nations Unies. C'est vraiment le but. Aller aux Nations Unies pour essayer d'obtenir leur aide. Mais vous prenez des risques, vous avez entendu les Américains, plus d'argent, des sanctions, les Israéliens aussi vous menacent, c'est comme si vous plongiez dans un bain glacé. S'ils disent cela, et qu'ils le font vraiment, qu'est-ce qu'ils auraient fait si nous étions revenus à la lutte armée? Qu'est-ce qu'ils auraient dit si nous avions dissous l'autorité palestinienne et réclamé une solution à un seul État? Ce n'est pas une attitude agressive qui exige la réoccupation d'une partie d'Israël. Il n'y a pas de menace de notre part d'envoyer des terroristes à Washington. Ce n'est pas une tentative pour piquer de l'argent. Alors pourquoi? Pourquoi diable, pourquoi, bon Dieu, les Américains font-ils cela? Pourquoi Israël devient-il hystérique? Je ne comprends pas. On demande à intégrer les Nations Unies, pas rejoindre la mafia